Quelle est la réalité des métiers du test dans le secteur numérique? Dans Calisti, je vous propose de vulgariser toutes les questions liées à ces métiers, aussi bien pour les personnes qui démarrent dans le secteur, mais également pour des personnes plus expérimentées, et tout ça avec des invités incroyables qui partagent leur savoir et leurs expériences, parce qu'on gagne forcément à apprendre les uns des autres. Je m'appelle Nankeda, actuellement test lead dans une entreprise du service numérique, et je vous souhaite une excellente écoute. Alors, est-ce que ça t'arrive d'avoir peur des outils technologiques? Est-ce que ça t'arrive? Peur des outils technologiques? Bah, bien sûr. Dans quel sens? Bah, j'ai peur que ça déjà contrôle notre vie, notre existence. Et puis j'ai peur que ça se dérègle aussi en même temps. Quand c'est pas les deux en même temps. Et donc, si ça marche pas comme on l'imaginait ou comme on croyait l'avoir développé, ça risque de nous nuire à nous et d'une part à nous sur le plan individuel, puis aussi peut-être même sur le plan de la société ou de la masse. Donc la technologie, c'est forcément dangereux, ça doit être contrôlé. Et tout ce qui est intelligence artificielle, tout ça, tu t'y intéresses ou pas du tout? Oui, d'assez loin, je trouve que c'est une bonne chose, dans la mesure où on pourrait se passer de travailler, mais comme on est dans un monde capitaliste et que les gens qui vont s'attribuer l'intelligence artificielle vont l'utiliser à leur propre intérêt, et vont pas payer de travailleurs pour autant qu'ils foutent rien, forcément. Donc, c'est pas nouveau, hein. Toutes les nouvelles technologies, ça fait peur en termes d'emploi, comme au 19e siècle, les métiers à tisser, par exemple, par rapport aux tisserands traditionnels. Et donc on dit toujours que s'il y a une nouvelle technologie qui arrive et qui supprime de l'emploi, d'autres trouvailles, d'autres métiers vont naître et déplacer donc de la main-d'œuvre sur autre chose. Ça, j'en suis absolument pas convaincu et ça permet d'exercer en tous les cas un contrôle social sur les travailleurs. Et donc, sans être persuadé que ça améliore leur existence et leur vie, et sans même être persuadé qu'ils soient transposables sur une autre activité, quoi. Sachant que, par exemple, on va de plus en plus vers des activités tertiaires si on supprime les activités de type industriel, fabrication, etc. Et que les gens qui étaient sur une chaîne de montage, ils sont pas aptes à devenir tout d'un coup informaticiens. Ils sont ni aptes, ni formés, ni formables d'ailleurs pour une bonne partie. Donc oui, la technologie, après, ça permet de contrôler plein de choses, hein, quand on voit tout simplement l'Internet et comment ça s'appelle, les réseaux sociaux, la manipulation d'informations. Ça, c'est de la technologie aussi. Alors, les JP, Schnapp, ça comment ça s'appelle? GPT. RGPD? Alors, GPT, RGPD ou ChatGPT? ChatGPT, ouais, c'est Ok. ça. Et puis, l'équivalent avec des capacités à faire des films en quelques coups de clic, des films qui sont hyper réalistes. Et donc, ça, et avec les cons qui peuvent les regarder. Donc, ça, c'est extrêmement inquiétant, quoi. Parce que déjà que sur des simples choses qui sont assez grossières, les gens arrivent à se monter la tête et à croire que la Terre est plate, par exemple. Si on a des trucs beaucoup plus subtils, plein de gens pourront s'y laisser prendre, quoi, en fait, hein. Donc en ça, oui, c'est très inquiétant. Ouais, mais justement, tu vois, sur des trucs comme ça, aujourd'hui, on sait distinguer ce qui est réel ou ce qui est pas réel. Parce qu'il y a des trucs qui permettent de voir que ça a été créé par une intelligence artificielle, Pour l'instant. pour le moment. Et puis certains peuvent le voir, d'autres pas. Si moi, tu me montres un truc là que je peux lire sur mon téléphone portable, je peux te dire, je peux toujours me méfier. Ça, c'est une question d'éducation et d'état d'esprit. C'est-à-dire, est-ce que ce qu'on me montre là, comme c'est un film, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qu'on peut en critiquer? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas un montage? Je suis incapable de savoir si c'est vrai ou pas, quoi, en fait, si ça a été monté ou pas. Après, s'il faut passer par un laboratoire, toujours à faire, mais qui va passer par un laboratoire pour voir ça, quoi? Si c'est envoyé en plus par des gens plus ou moins qui ont pignon sur rue ou qui sont des leaders d'opinion, ou, alors comme on dit maintenant, influenceurs, d'ailleurs, j'ai toujours pas compris ce que c'était qu'un influenceur. Mais alors typiquement l'influenceur de merde quoi, qui va aller
en fait, voir que c'est une tentative de manipulation, quelque chose qui est faux, sachant déjà qu'on peut se faire manipuler avec quelque chose de vrai. Donc donc oui, c'est inquiétant, forcément, quoi. Sachant que des groupes d'intérêt enfin des groupes d'intérêt, donc où des entreprises, ou partis politiques peuvent faire ça, enfin, pour influencer les gens. Ce dont on parle sur le complotisme, que ce soit des groupes américains ou russes là, qui sont à fond sur des grosses équipes pour influencer la politique américaine, justement, ça a déjà été fait pendant les élections américaines, et puis en France ou en Europe, où des informations invérifiables qui circulent, quoi. Des trucs astronomiques et qui sont assez crédibles, bien faits, et de mieux en mieux faits. Et avec la technologie, justement, c'est de mieux en mieux fait. Donc, ouais, c'est inquiétant, forcément. Donc voilà. D'accord. Merci pour ta réponse. Eh ben, je vous en prie, ça fera 150 francs sans la TVA. 150 francs. Non, non. 150 sous. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Si vous êtes en vacances, je vous souhaite de passer de très bonnes vacances. Et si vous travaillez encore, j'espère que vous serez bientôt en vacances parce que c'est quand même la période là. Ce que vous venez d'entendre, c'est un bout de la discussion que j'avais avec mon père sur les évolutions technologiques. Il y a beaucoup de fantasmes sur les outils techno, justement. La science-fiction nous a bien implémenté dans la tête des voitures volantes et puis les robots d'assistance personnelle qui prennent le dessus sur l'être humain. Mais ces deux exemples restent du domaine imaginaire, en tout cas pour le moment. L'explosion de l'intelligence artificielle est venue en rajouter une couche, bien évidemment. Le truc, c'est que dans notre ère numérique en évolution constante, on dépend de plus en plus de ces technologies pour faciliter notre vie quotidienne. Des applications mobiles, aux systèmes embarqués, en passant par les logiciels qui alimentent nos ordinateurs et nos infrastructures. La technologie est juste devenue omniprésente. Et qu'est-ce qui se passe quand ces outils présentent des défauts? Ça va d'une petite gêne à une peur de voir sa vie complètement détruite parce qu'on a tout en ligne. Alors, comment maintenir en fait la confiance envers ces technologies sur lesquelles nous nous appuyons tous les jours? Et déjà, pourquoi est-ce que, à mesure que notre utilisation augmente, on a l'impression qu'il y a un espèce de sentiment de méfiance généralisée? La confiance envers les technologies repose pour moi sur deux piliers. En premier, il y a la fiabilité. Quand on utilise un logiciel, on s'attend à ce qu'il fonctionne de manière cohérente, sans erreur majeure et sans interruption. C'est cette fiabilité-là qui nous permet de compter sur les technologies pour effectuer nos tâches quotidiennes, que ce soit pour communiquer avec nos proches, organiser notre temps de travail, effectuer des opérations bancaires en ligne ou utiliser des services essentiels comme les transports. Ensuite, il y a la sécurité. Avec la prolifération des cyberattaques et des violations de données, c'est bien sûr crucial de pouvoir faire confiance aux technos pour protéger nos informations personnelles et sensibles. Quand on choisit de partager nos données auprès d'un site ou d'une appli, on le fait généralement après avoir eu un message d'information sur leur traitement et leur stockage qui se veut sécurisé. Mais il reste quand même un doute quelque part dans un coin de notre tête. On se demande si nos données personnelles ne vont pas être revendues à la première entreprise venue. Et les défauts logiciels, notamment ceux qui sont liés à des vulnérabilités de sécurité, vont forcément compromettre cette confiance et avoir des conséquences souvent irréversibles pour les utilisateurs. Dans ces cas-là, je vous laisse imaginer les conséquences business que ça induit pour une entreprise victime. Quand ces piliers de confiance sont remis en question en raison de défauts logiciels, la perception globale des technologies va forcément être altérée. Les utilisateurs peuvent devenir méfiants, hésiter à adopter des nouvelles innovations et puis rechercher des alternatives plus fiables. Mais comment faire? D'ailleurs, c'était bien la question soulevée par mon père dans sa réponse. Et c'est pour ça que la qualité logicielle a une importance cruciale pour la construction et le maintien de la confiance technologique. En faisant des tests rigoureux, on contribue à renforcer la confiance vers ces technologies. Parce que on permet justement la correction des défauts avant qu'ils ne deviennent des problèmes majeurs. Et puis à ça, on peut ajouter aussi des notions de transparence et de communication. Quand un défaut est découvert, c'est hyper important pour une entreprise d'informer rapidement ses utilisateurs, leur expliquer les différentes mesures qui sont prises pour résoudre le problème,
et de fournir des mises à jour régulières. Cette transparence-là va montrer l'engagement à fournir des solutions de qualité et à prendre soin des utilisateurs. Et ça va permettre de renforcer la confiance. Je vous donne un exemple. J'ai un iPhone. J'ai remarqué qu'à chaque fois qu'il y avait une alerte de sécurité, il déployait une mise à jour et informait tous les détenteurs d'iPhone qu'il fallait faire cette mise à jour pour corriger les défauts de sécurité de la version d'iOS précédente. Et ça, moi, ça me met en confiance, même en sachant qu'il y a eu une brèche de sécurité. Je vais terminer en disant simplement que, même si nos métiers peuvent paraître futiles sur certains aspects ou du moins non essentiels, ils jouent quand même un rôle important et qui sera, je pense, de plus en plus important au fur et à mesure qu'on digitalise notre vie parce qu'ils contribuent à avoir une meilleure confiance dans les outils qu'on utilise. Attention quand même, ça n'empêche pas de rester vigilant sur ce qu'on partage en ligne, qu'on le fasse volontairement ou non. Bon, en l'occurrence, si on le fait pas volontairement, c'est qu'on s'est fait un petit peu avoir. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, parlez-en autour de vous. C'est le bouche à oreille qui permet de faire connaître un podcast. C'est un métier qui mérite d'avoir plus de visibilité, selon moi, et vous pouvez m'aider justement à le faire connaître. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et laissez-moi une petite note sur Apple Podcast, 5 sur 5 de préférence. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.